matin, l'envoi du contingent burkinabé au Mali est légal. Un projet de loi qui autorise le déploiement a été adopté hier par les élus nationaux. Un pan sur les débats dans cette édition. Et puis le Premier ministre sur les collines du Bafouji, Luc Adoltiao, est en tournée depuis hier au sud-ouest. Au programme, rencontre et visite. Les images tout à l'heure. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. L'envoi des 500 soldats burkinabés au Mali est légal. Les élus l'ont voté hier à l'hémicycle. Mais avant d'adopter la loi, les députés ont déploré le retard accusé par le gouvernement. Explication, Ibrahim Guigma. Dans les faits, des soldats burkinabés sont déjà au front, en terre malienne. Le projet de loi portant autorisation d'envoi d'un contingent burkinabé au Mali dans le cadre du déploiement de la force de la mission internationale de soutien au Mali sonne donc comme une régularisation. Les députés à l'Assemblée nationale veulent donc comprendre. Les Burkinabés sont déjà en territoire malien. Je voulais demander au ministre les motivations de cet envoi avant l'avis du Parlement. Est-ce que notre règlement permet à l'Assemblée de se prononcer sur un projet de loi à titre de régularisation? Le ministre en charge de la sécurité, venu représenter le gouvernement, a apporté des éléments de réponse à l'ensemble des préoccupations des membres de la représentation nationale à ce sujet. C'était des contraintes d'urgence. Nous sommes partis au Mali sur la base donc des résolutions des Nations Unies, sur la base également donc des décisions de la CEDEAO. Et c'était une période où vous conviendrez avec moi que notre Assemblée nationale n'était pas tout à fait opérationnelle. Il fallait donc que le président de Faso assume la parole du Burkina et c'est ce qui a été fait. C'est à l'unanimité des 120 votants du jour que l'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi autorisant l'envoi d'une troupe burkinabé au Mali. Les conditions de participation du contingent burkinabé sont déterminées par un protocole d'entente élaboré et signé entre le Burkina Faso et l'ONU. L'Organisation des Nations Unies endosse les dépenses inhérentes au mouvement, à l'hébergement et aux émoluments du personnel. Le Burkina Faso, quant à lui, met à disposition un contingent équipé de 660 hommes pour une durée de 12 mois. À ce jour, 500 hommes du contingent Badenia, fraternité en langue dioula, sont déjà basés à Markala, en territoire malien. Justement sur le terrain, le Mali accueille aujourd'hui son sauveur. François Hollande, le président français, est arrivé ce matin à Tombouctou pour constater lui-même la libération de la ville aux 33 saints. Il doit ensuite se rendre à Bamako. 3 semaines déjà que la bannière tricolore se commercialise au Mali. Le 11 janvier, la France intervenait contre les mouvements islamistes armés. Depuis, 3500 soldats français se sont déployés dans le nord. Ce matin, certains d'entre eux recevront la visite de François Hollande. Le chef de l'État, accompagné notamment de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, est attendu à Tombouctou, puis à Bamako. Moi, je suis très content, vraiment. Il nous a vraiment sorti dans une situation très délicate. Donc, vraiment, nous remercions François Hollande jusqu'à un certain degré inexplicable. Le président français doit appeler les pays africains à prendre le relais des troupes françaises. Il entend également plaider en faveur du dialogue pour résoudre la crise politique malienne. Retour chez nous pour dire que le Premier ministre est au sud-ouest. Luc Adoltiao est allé prendre les préoccupations des populations locales. À Dano, où il est arrivé vendredi, il a parlé aux autorités administratives, coutumières et religieuses. Sur place, le reportage de Sébastien Zongo. C'est Dano, chef-lieu de la province du Yoba, qui accueille les premiers pas du Premier ministre dans cette tournée de 3 jours dans les 4 provinces du sud-ouest. Ces mots de bienvenue en langue nouni traduisent la joie de tout le Yoba de recevoir le chef du gouvernement. Une joie qui n'a pas fait oublier les préoccupations de la localité. Notre commune est l'un des chefs-lieux de province qui ne bénéficient pas des services de l'ONEA. Les démarches entreprises auprès de l'ONEA tardent à aboutir. Ainsi, la population de Dano vous demande solennellement de plaider leur cause pour une implantation rapide
de la nationale des eaux à Dano. La couverture de la commune par la RTB, car la population de Dano n'a pas accès aux informations au même titre que leurs compatriotes. La normalisation du centre médical de Dano et également le bitumage de la route Dano-Copper. La réponse du Premier ministre ne s'est pas fait attendre. Je pense qu'il est possible, effectivement, de régler le problème de l'adduction d'eau dans votre commune. Mais nous allons donc travailler avec le ministère en charge de l'eau pour voir quels sont les obstacles à cette préoccupation et voir comment nous allons pouvoir effectivement la prendre en compte. S'agissant de la couverture radiophonique, c'est vrai qu'un certain nombre de provinces ont actuellement des difficultés à capter normalement la radio nationale, mais je peux vous garantir que nous avons, le ministère de la Communication, a un vaste programme de modernisation et d'extension de ces équipements de couverture au niveau de la radio et de la télévision. Et je pense que cette préoccupation trouvera sans doute sa résolution lorsque le programme va se dérouler très prochainement. Je peux vous garantir que cette visite ne sera pas sans suite. Nous ne sommes pas venus pour vous distraire parce que vous avez beaucoup d'occupations, nous en avons, mais nous allons examiner de près et lorsque ce sera nécessaire, nous ferons venir les ministres et je pense qu'ensemble, nous allons vous donner les échéances dans lesquelles nous pourrons réaliser ces préoccupations. Luc Adolphe Thiao s'est exprimé ici en prenant en compte les préoccupations soulevées bien avant à sa rencontre avec les chefs coutumiers et religieux de la commune de Dano. Le chef du gouvernement a aussi invité les populations du sud-ouest à la cohabitation pacifique. Il leur a demandé de cultiver la paix, seule condition au développement. Luc Adolphe Thiao est au micro de Sébastien Zongo. Quand on aime son pays, on doit aimer la paix. Et je pense que nous sommes tous notre pays et chacun de nous doit être comptable de la paix. Et la paix, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais aussi elle peut être compromise par chaque comportement individuel. Que ce soit le comportement d'incivisme, que ce soit certains types de comportements, tout cela peut vraiment compromettre la paix. Et je souhaite que nous en fassions vraiment une préoccupation majeure pour que ce pays puisse avancer. J'ai aussi appelé à la bonne cohabitation, d'abord religieuse. J'ai aussi appelé à la cohabitation entre les différentes ethnies qui vivent sur l'ensemble de notre territoire. Ces derniers temps, nous assistons malheureusement à une certaine tension, aussi bien au sein de certains groupes religieux qu'au sein de certaines populations, où de plus en plus des Burkinabés n'acceptent pas d'autres. Il faut que nous nous démarquions cela. S'il y a une richesse que notre pays a à partager avec les autres, c'est la bonne coexistence pacifique entre les peuples de ce pays. Et c'est une forte richesse, il ne faudrait pas que nous nous en démarquions du tout. Lorsqu'il y a des conflits, il faut que nous réglions les conflits de façon pacifique. Et je pense que ça, il faut que chacun puisse s'engager dans ce processus. Et j'interpelle vraiment tous les leaders d'opinion de cette province. J'appelle également tous les religieux et les coutumiers à en faire vraiment une préoccupation. Le ministre de la Communication écoute les promoteurs et patrons de presse privée. Alain-Edouard Traoré veut récolter leurs préoccupations pour 2013 et envisager des réponses. Le but est de promouvoir le secteur des médias au Burkina. Nyarkiteda. Le ministère de la Communication veut imprimer une nouvelle marque de collaboration entre le département et la presse privée. C'est tout l'enjeu de cette rencontre qui réunit autour d'une même table le chef du département et les promoteurs ainsi que les patrons de la presse privée. Conscient du rôle du secteur privé pour l'ancrage de la démocratie au Burkina, le département en charge de la communication veut savoir les préoccupations réelles de celle-ci afin de les intégrer dans les actions quotidiennes du ministère. Le ministère de la Communication voudrait faire de cette rencontre de concertation avec les responsables des organes de presse privée que vous êtes un moment d'échange privilégié pour mieux cerner les attentes et envisager les réponses pertinentes à apporter au niveau du gouvernement.
En somme, il s'agit surtout de connaître vos priorités pour 2013 en vue d'une réelle promotion du secteur. Le décor ainsi planté, les patrons de la presse privée exposent leurs problèmes. La subvention jugée faible, le coût élevé des charges fiscales et de l'énergie, le problème d'imprimante, le manque de formation continue, le statut juridictionnel, la convention collective non encore mise en œuvre sont les préoccupations soulevées par la presse privée. La presse privée qui demande également une relecture du code de la publicité. Il y a des aspects qui relèvent directement du département de la communication, mais il y a d'autres aspects qui relèvent d'autres départements tels que l'économie et les finances, l'énergie et autres. Il est question pour nous de ramasser cet ensemble de préoccupations, d'essayer de les travailler, de les insérer dans l'action gouvernementale. En attendant, deux grands défis attendent le ministère de la Communication. L'organisation des prochains Galéens, dont l'atelier d'évaluation des parcours est prévu le vendredi 15 février 2013, et celle des prochaines IACO, les universités africaines de la communication, dont le terrain a été déjà balisé du 27 au 29 décembre dernier. C'était à Bobo-Dioulasso. Et puisqu'il est question des médias pour promouvoir ce secteur, justement, Yacouba Traoré apporte sa pierre. Il a profité de ses 28 ans de métier pour raconter le journalisme dans une œuvre. L'ancien directeur général de la RTV a dédié son livre aux journalistes de la télévision. Boukari Ouedraogo. Après 28 ans de métier, Yacouba Traoré vient de rejoindre le cercle prestigieux des journalistes et écrivains du Burkina Faso. Gassé Gallo, c'est le titre de son ouvrage de 218 pages. Une œuvre pour la postérité car en plus de raconter les pans de l'histoire du Burkina, c'est tout un enseignement journalistique qui est dispensé. Gassé Gallo, c'est l'endroit où a éclaté le premier conflit Mali-Burkina. Gassé Gallo, c'est le martyr du sergent-chef Tchelou Koussoubé. Gassé Gallo, c'est la bravoure et la sagesse du général Sangolé, la mise en qui est mon général de cœur. C'est des prétextes, je raconte des faits, des temps de l'histoire du Burkina, mais c'est des prétextes pour édicter des règles de journalisme de télévision. Un livre souvenir qui se laisse facilement pénétrer tant le style rédactionnel s'inscrit dans une logique intellectuelle qui épargne des gymnastiques philosophiques. Au-delà du travail que nous avons pu faire ensemble sur le terrain, au-delà de ce travail, je pense qu'il me revenait quand même de laisser une œuvre intellectuelle, voilà, pour la beauté de la profession. Une profession qui n'a plus de face cachée pour Yacouba Traoré, qui a gravi tous les échelons, journaliste, reporter, présentateur, directeur de la télévision nationale du Burkina et directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Et c'est tout naturellement qu'il veuille apporter sa contribution pour la professionnalisation du journalisme. Je l'ai écrit avec l'encre de mon cœur. Je voudrais le dédicacer à tous les agents de la RTP pour leur accompagnement. Gassé Gallo, le tout premier né de Yacouba Traoré, est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique et Diakva Librairie et reste à espérer que d'autres écrits suivront pour le plus grand bonheur de la profession. À Tenkodogo, le projet de développement de l'enseignement de base revisite ses chantiers. Le rapport de 2012 et le programme d'activité de 2013 ont été au centre d'une rencontre cette semaine sur place. Symphorien Somda. Le projet de développement de l'enseignement de base dans sa phase 4 vise à améliorer l'accès de la population scolarisable à l'éducation de base, la qualité de l'enseignement et la capacité managériale des structures du ministère. Il bénéficie de l'accompagnement de la Banque islamique de développement BID. Son coût global s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA, dont une contribution de l'État burkinabé de 610 millions de francs CFA. Dans le développement des infrastructures, il est question de construire 30 écoles à 3 classes et qui seront entièrement équipées et mises à la disposition donc, des 4 provinces. 2 provinces donc, du centre-est et 2 provinces de l'est. Et en plus, ce qui est vraiment beaucoup attendu, c'est la réalisation de l'ENEP de Tenkodogo. Alors un projet qui tient à cœur vraiment le ministère, parce que nous savons que la formation des enseignants est un grand défi
qui reste à relever. Des innovations sont opérées pour cette phase 4 du projet de développement de l'enseignement de base, notamment la construction d'une ENEP, l'accompagnement général de la communauté éducative, en particulier les AME, Association des mères éducatrices. La coordination du projet dans sa mise en œuvre rencontre des difficultés dans la procédure, mais elle est tout de même assurée quant à son aboutissement. Le Burkina fait face à la corruption. Des experts font une auto-évaluation à Kombisiri. Selon la Convention des Nations Unies, il s'agit tout simplement d'avoir une situation claire du fléau. Eleonore Yerbanga. Après le choix et la formation des experts et des points focaux, l'autorité supérieure de l'État entame la deuxième étape de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. À Kombisiri, experts et points focaux ont fait l'auto-évaluation du Burkina Faso sur la lutte contre la corruption. Il s'est agi en effet de répondre à un certain nombre de questions sur la ratification de la Convention par le Burkina Faso et les mesures prises pour son application. Il y a un logiciel qui s'appelle Omnibus. Alors, il s'agit donc de dérouler l'Omnibus et de répondre à toutes les questions qui y sont posées et qui font l'état de tout ce que l'État a fait en matière de mesures législatives, mesures politiques et autres pour mettre en œuvre cette convention-là. Et lorsque vous avez répondu, oui, par exemple, nous avons pris des mesures législatives, il faut donner les références. Lorsque vous avez donné les références, on vous dit, est-ce que vous avez déjà eu à appliquer cet article-là? Alors, il faut donner des cas et vous devez aussi donner des statistiques. Des statistiques qui ont beaucoup manqué aux experts, entraînant du même coup une prise de conscience de son importance. Le problème des statistiques, souvent, les structures n'en voient pas tellement l'importance. C'est lorsque on est dans le besoin, on en a besoin, qu'on se rend compte qu'il manque des statistiques. Alors, nous, à notre niveau, nous avons pris des dispositions pour pouvoir mettre l'accent sur la disponibilité des statistiques, sensibiliser les différents acteurs à l'importance des statistiques. L'auto-évaluation du Burkina Faso, une fois validée, sera remise au secrétariat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et aux pays chargés d'évaluer le Burkina Faso, à savoir le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Dans l'actualité ce matin, le Burkina se prépare déjà à une éventuelle épidémie de méningite. Les spécialistes pensent à un plan de riposte. Ils sont réunis depuis hier à Ouagadougou. Nathalie Kaori. En cette période de forte poussière, le risque de survenue d'une épidémie de méningite plane sur le Burkina Faso. Le pays est situé dans la zone appelée ceinture méningétique et les acteurs de gestion des épidémies se préparent à toute éventualité. On n'a pas d'éléments ou des indices qui disent que le Burkina Faso est menacé par une épidémie de méningite, mais il ne faut pas attendre que nous soyons dans cette situation avant de nous réunir pour parler donc, de comment on gère une crise. Donc c'est vraiment une réunion pour informer, une réunion pour alerter, une réunion pour prévenir, une réunion pour s'organiser au cas où ça arrive. La réaction face à une épidémie de méningite nécessite un travail des personnels de santé, mais aussi une forte implication de tout le corps social. C'est ainsi que les gouverneurs de région ont été invités à cette rencontre préparatoire. Il faudrait que ce soit eux qui puissent coordonner les activités en cas de présence d'une épidémie. Et je crois que le décret qui a institué les comités de gestion donc, des épidémies les place au niveau régional comme les présidents de comité et c'est pour cela qu'ils doivent être à l'avant de toute organisation. Le plan de riposte à une éventuelle épidémie de méningite adopté en Conseil des ministres en décembre dernier sera expliqué aux participants afin qu'ils jouent mieux leur partition en cas d'épidémie. En attendant, les spécialistes de la santé recommandent à la population l'adoption de quelques mesures pour réduire les risques de contracter la maladie. Il faut entre autres se protéger contre la poussière, utiliser le beurre de karité pour humidifier les muqueuses nasales et soigner précocement toute maladie liée aux voies respiratoires et à la gorge. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires évaluent le PAFASP. Une mission a visité jeudi dernier les réalisations du projet dans le Kénédougou et le Houé. L'accent est mis sur la stratégie d'intervention et les filières financières. Moumouni Baro.
Le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, PAFASP, est mis en œuvre depuis 2007 par le gouvernement du Burkina avec le soutien de la Banque mondiale. À cet effet, environ 44 milliards de francs CFA ont été injectés dans plusieurs domaines, entre autres la filière mangue et la filière oignon, afin de rendre plus compétitifs les filières ciblées sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. En mission, le chef du projet PAFASP à la Banque mondiale est allé s'entretenir avec les producteurs, transformateurs et commerçants de mangue et oignons en vue de mesurer l'impact du projet sur ces différents maillons. Nous accueillons cette visite avec beaucoup de plaisir parce que le PAFASP est un partenaire très important pour Dafani. Et grâce à cette coopération avec le PAFASP que Dafani a pu construire une mûrisserie et aussi acquérir des équipements de lavage de la mangue. Alors ces équipements, de prime abord, on peut penser que sont profitables uniquement à Dafani, mais en réalité, elle va aussi profiter aux producteurs de mangue, parce que grâce à ces équipements, nous pourrons acheter davantage de mangue auprès des producteurs, ce qui leur fera davantage de revenus. Honnêtement dit, vraiment au nom des collègues producteurs, nous sommes très contents ce matin de recevoir l'équipe de la Banque mondiale et du PAFASP qui sont venus nous rendre visite. Et ça nous encourage vraiment à continuer nos activités de production et aussi à collaborer avec les unités de séchage. Je pense que c'est à saluer. C'est une bonne visite et je pense qu'ils ont injecté de l'argent. C'est normal qu'ils viennent voir qu'est-ce que l'argent a servi. Le projet nous a permis de réaliser des aires de mûrissement. Et ces aires de mûrissement, c'était pour répondre à des problèmes que nous avons, ce qu'on avait habituellement, qui étaient donc les taux de perte au niveau de la matière première. Et ça nous a permis de réduire les taux de perte de 40 à 30% pour revenir au taux de 10%, donc une réduction de 10%. Après avoir reconnu l'effort du PAFASP, certains promoteurs ont évoqué quelques difficultés. Difficultés qui, selon eux, pourraient être résolues une fois de plus par l'appui du projet. Un mot sur le sport et le football. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations aborde les quarts de finale, mais faisons un point sur les matchs de poule. Dans l'ensemble, il y a eu des surprises et des confirmations. Commentaire, Modeste Ouedraogo. La Coupe d'Afrique des Nations 2013 est celle des surprises. Dans la poule A, composée du Maroc, de l'Angola, du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud, la grosse sensation est venue des requins bleus. Pour leur première participation à une phase finale de CAN, ils ont surpris toute la galaxie foot en se qualifiant en quart de finale au détriment du Maroc et de l'Angola. Ryan Mendes et ses coéquipiers ont montré que le nivellement de la hiérarchie du football africain est une réalité. On pourrait même affirmer sans nul doute que la grosse révélation de cette 29e Coupe d'Afrique des Nations est le Cap-Vert. Les éperviers du Togo sont également rentrés dans l'histoire. Après cette participation en phase finale de CAN, c'est la première fois que le Togo se qualifie pour le second tour. Qui l'aurait cru? Logé dans un groupe qualifié par les observateurs du football africain de poule de la mort, Emmanuel Adebayo et ses coéquipiers ont su montrer que le football moderne est basé sur la forme du moment des joueurs et non sur un passé glorieux. Après la défaite face au grandissime favori, la Côte d'Ivoire, les éperviers se sont relancés en battant l'Algérie 2-0. Un match nul devant la Tunisie a suffi au bonheur des Togolais lors de la dernière journée des phases de poule pour se hisser en quart de finale. Comment ne pas mentionner l'héroïsme des étalons du Burkina Faso, eux qui ont été négligés par tous les médias et même les observateurs du football africain. Eux qu'on voyait éliminés au premier tour ont su mettre hors jeu ces analystes qui se disent spécialistes du football africain en se classant premier du groupe C devant les Super Eagles du Nigeria et surtout la Zambie, championne d'Afrique éliminée. Les grands favoris que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana ont su se faire respecter en se classant premier de leurs groupes respectifs. En quart de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent le Nigeria et le Ghana affronte le Cap-Vert. Le Togo se mesure au Burkina Faso et l'Afrique du Sud sera face au Mali. On n'est pas encore à l'abri de surprises car la championne d'Afrique 2012 n'est-elle pas une surprise? À suivre. Et puis au programme des quarts de finale, la RTV vous propose tout à l'heure un palpitant Ghana-Cap-Vert. C'est à 15h à Port-Elisabeth. À partir de 18h30, vous aurez l'Afrique du Sud, Mali.
à Durban. Et demain, à partir de 15h à Rustenburg, la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria. À 18h30, il y aura un certain Burkina Faso-Togo à Nelspruit, un match qui se jouera sans Alain Traoré, victime de claquage. L'attaquant burkinabé a rejoint son club aujourd'hui même pour poursuivre ses soins. C'est une information de nos envoyés spéciaux à Nelspruit, en Afrique du Sud. Et puis, à l'étranger, John Kerry est le nouveau secrétaire d'État américain depuis hier. À 69 ans, celui qu'on appelle l'homme de compromis succède à Hillary Clinton. Allons à la découverte du candidat démocrate qui est donc du candidat démocrate à la Maison-Blanche en 2004. 2 février 2012, 2 février 2013. Voilà déjà une année que Georges Ouédraogo, encore appelé le Gandaogo national, quittait ce monde après 44 ans de vie musicale bien remplie. Au titre des activités commémoratives de ce premier anniversaire du décès de l'artiste, figure la dédicace d'un collector Best of the Best de ce baobab de la musique burkinabé. C'est un ensemble de CD contenant 30 meilleures chansons audio de l'artiste, choisies par les acteurs culturels et quelques journalistes. Mounafika, Kato Kato, Rosalie et bien d'autres titres ont été retenus dans ce collector. Des titres avec lesquels Georges Ouédraogo, Koundé d'or de l'année 2003, a bâti sa renommée au Burkina Faso et au-delà de nos frontières. Lorsque nous avons organisé ces 40 ans de musique en 2008, nous avions voulu éditer un collector de ces 40 meilleures chansons. Malheureusement, nous n'avions pas pu avoir les moyens nécessaires. Il était donc tout à fait normal que, en ayant conçu un programme d'activités culturelles et surtout médiatiques pour lui rendre un hommage. Cela également va permettre à la jeune génération de pouvoir mieux apprécier ce testament musical. Réalisé avec l'apport de Seydoni Productions, le collector est désormais disponible pour les fans de l'artiste. Après la dédicace de cet album tant salué du côté du département en charge de la culture, un concert des artistes burkinabés se tiendra à Gogo dans la commune rurale de Komsilga le 3 février prochain pour rendre un vibrant hommage à Georges Ouédraogo, le Gandaogo national. Voilà, c'était là donc un reportage de Yacouba Goro sur les activités commémoratives du premier anniversaire de la disparition de Georges Ouédraogo, le Gandaogo national, avec cette dédicace de l'album Collector. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.